Bonjour, mon nom est Rémi Quirion, je suis le scientifique en chef du Québec. Bienvenue à cette séance plénière organisée par les fonds de recherche du Québec. Une séance consacrée à un sujet d'une grande importance, comment favoriser la recherche pour stimuler l'émergence d'innovations de rupture et ainsi mieux relever nos grands défis de société comme les changements climatiques et le vieillissement de notre population. Une étude parue dans la revue Nature en 2023 a démontré que pour 45 millions de publications analysées, 3,9 millions de brevets d'invention ont fait le constat qu'il n'y a pas beaucoup de caractère disruptif dans la recherche. On ajoute, fait une nouvelle découverte, mais c'est pas un pas de géant. On ajoute une petite brique à l'édifice et on veut faire mieux. Donc c'est pour ça qu'on essaie de se centrer, nous, Fonds de recherche du Québec, sur la recherche un peu plus disruptive. Et c'est l'objet de la séance d'aujourd'hui. Une démonstration récente de recherche et de découverte disruptive qui a conduit à une nouvelle innovation. Bien sûr, c'est pendant la pandémie et le développement des vaccins à l'ARN. La recherche sur l'ARN, on en faisait depuis 30 ans, depuis 40 ans, pour comprendre le rôle de l'ARN messager dans la cellule. Et finalement, les chercheurs spécialistes du domaine ont appliqué ces connaissances-là pour développer les vaccins qui se sont démontrés très, très, très efficaces contre le virus de la COVID. Donc, une très grande découverte qui va faire partie des annales de la recherche au cours des décennies à venir. Mais qu'en est-il de l'édition génomique, de l'ordinateur quantique et de l'intelligence artificielle, de l'agriculture de précision? Donc, comment valoriser davantage et intensifier la recherche disruptive qui va nous conduire à de vraies innovations de rupture? Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques années, les fonds de recherche du Québec ont créé le programme Audace, où là, on veut vraiment des équipes multidisciplinaires qui vont poser des questions très nouvelles et on espère aller dans de nouvelles voies qui vont nous conduire à des innovations de rupture. C'est au début des programmes, ça fait seulement quelques années, mais je dirais qu'on a déjà des résultats très intéressants. Par exemple, tout ce qui touche le cancer du visage, tout ce qui touche l'alimentation de certains animaux. Donc, on peut faire des choses en recherche de rupture qui va conduire à des applications, à des innovations de rupture. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut établir des partenariats publics-privés. Il faut davantage financer ce type de recherche, d'innovation, de rupture. Bien sûr, tout ça doit se faire en étant très, très éthique, avec une conduite responsable en recherche, d'inclure l'acceptabilité sociale et la participation citoyenne. Donc oui, innovation de rupture, recherche de rupture, mais pas, ça ne doit pas se faire au départ de la société. On veut que ça donne aussi des changements de pratique de la recherche. Donc vraiment un peu plus de prise de risque par nos chercheurs et je dirais aussi par nos industriels. Donc vraiment des façons nouvelles de réfléchir pour aller plus loin, toujours de façon acceptable par nos sociétés. Donc ici, par exemple, des modèles à suivre au cours des années, des prochaines années, la science ouverte, le rôle des patients dans le traitement de leur maladie, donc ce qu'on appelle le patient partenaire, la science participative et la recherche intersectorielle. Enfin, on doit intégrer ces nouvelles approches-là dans les programmes de formation de la relève, les programmes universitaires, afin que la prochaine génération de chercheurs, de chercheuses soit plus ouverte à l'innovation
de rupture. Et on pense que de cette façon-là, ça va aussi contribuer à améliorer la littératie scientifique et numérique de nos populations, ce qui pourrait nous aider à combattre les fausses nouvelles et la désinformation. Donc, merci à tous et à toutes et je vous souhaite un très, très bon congrès. Bon matin tout le monde et particulièrement merci au Fonds de recherche du Québec pour son soutien à la séance plénière de ce matin au sujet de l'innovation de rupture. C'est un réel plaisir d'être ici. Je m'appelle Nasser Faroukwi et je suis directeur d'éducation et sciences au Centre de recherche pour le développement international. Le CRDI est une société d'État canadienne. En tant que partenaire des efforts du Canada en matière d'affaires étrangères et de développement, le CRDI appuie et finance la recherche et l'innovation au sein et aux côtés des régions en développement afin de favoriser le changement mondial. The investments that we make in research help build knowledge, spark groundbreaking innovations, and empower large-scale positive change in the global South. And today's discussion on groundbreaking research and disruptive innovation is therefore really core to IDRC's mandate. And many of the challenges that we work on through innovation fall into two categories: the systemic challenges that persist despite ongoing efforts, and those that come at us hard and fast, often with little warning. When we talk about systemic challenges, think climate change, food insecurity, access to quality education, and a lot of health-related issues. And these tend to affect most people who remain marginalized and disempowered despite new innovations and efforts. The other category of challenges are those such as COVID-19 that come at us with less warning, although avian influenza and SARS were certainly warning shots for us. And many of the challenges overlap between the systemic and the unexpected. The Ebola outbreak in West Africa between 2013 and 2016 was the most widespread in history, leading to over 11,000 deaths in Guinea, Liberia, and Sierra Leone. And IDRC played a key role alongside other Canadian and global partners in mobilizing resources towards a clinical trial for a life-saving vaccine developed by the Public Health Agency of Canada. And the results of the trial were published in The Lancet in 2016, and they confirmed the safety and the efficacy of the vaccine in preventing Ebola. This breakthrough vaccine is now a cornerstone of Ebola response actions across the world. And one of the things that we want to explore in this panel is what are the critical success factors that are required for such scientific breakthroughs. And we have three experts with us today that are going to share their insights on disruptive research and breakthrough innovations. So to my immediate left, we have Dr. Anne Gattignon, who is the laboratory head of virus cell interactions at the HIV and AIDS Research Unit at McGill University, as well as being a professor of medicine at McGill. Welcome, Anne. Next, we have Dr. Jean-Pierre Perrault, who is the Vice President of Research and Graduate Studies and a researcher in molecular biology at Université de Sherbrooke. Welcome, Jean-Pierre. And last but not least, of course, we have Dr. Raphael Torgemon, who is the founder and CEO of JATO Capital, an investment company that finances and accelerates groundbreaking medical innovations. Welcome, Raphael. So let's start the discussion, and maybe we can talk about why this is so important. What's so exciting about some of the latest innovations? And Remy mentioned RNA technology, so I wanted to start with that. It's been on all of our minds lately. We're all reading about it. Jean-Pierre, maybe you could give us mRNA 101, explain briefly what it is, and then talk about what you see about the excitement about applying it. And I'm going to ask Anne you that question as well. Jean-Pierre. Excellente question. En fait,
Cours 101 de biologie moléculaire pour vous, monde des affaires, 2-3 choses à savoir autour de l'ARN. Lorsque vous regardez de votre cellule, vous avez votre patrimoine qui est codé dans des molécules d'ADN. La double hélice qu'on a l'habitude de voir, c'est du matériel, c'est une matrice excessivement stable, et c'est ça que vous voulez pour votre matrice, parce que c'est votre patrimoine, c'est votre plan fonctionnel et technique si vous seriez sur un chantier de construction. Toute l'information est là, de manière stable, dans un noyau. Maintenant, à partir des molécules d'ADN, on peut synthétiser des ARN qui vont avoir 2 fonctions et qui, elles, vont permettre de réaliser le plan fonctionnel et technique. Donc, ce sont les ouvriers sur le chantier qui vont donner une maison qui s'appelle l'humain. Une vocation va être les ARN messagers qui vont servir à synthétiser les protéines. Vous l'avez beaucoup appris pendant la COVID. Le messager permet d'amener l'information à l'usine où c'est qu'on va synthétiser les protéines qui vont avoir différentes fonctions. Et l'autre famille des ARN vont être des ARN qui sont non codants. Eux, ce n'est pas dans leur capacité d'amener de l'information, mais dans la structure qu'ils vont adopter, qui vont avoir différentes fonctions dans la cellule, et c'est l'amalgame de tout ça qui donne l'humain que nous sommes. Deuxième chose importante, possible d'intervenir au niveau de l'ARN sans pour autant toucher à votre patrimoine. Donc, ça en fait vraiment un endroit idéal à aller faire des interventions. Et la troisième chose, c'est une différence importante qui explique le pourquoi faire qu'il a fallu 20 ou 30 ans de plus pour acquérir davantage de connaissances en entour de l'ARN. L'ARN est très instable. Il est labile versus l'ADN. En échange, de la bonne science faite à Montréal, il y a une trentaine d'années, initiée dans une collaboration entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, a permis de développer un coffre à outils de la chimie des ARN avec un groupe d'étudiants dont je faisais partie à ce moment-là, qui fait qu'aujourd'hui, on peut synthétiser des molécules d'ARN qui sont stables et donc les utiliser pour faire différentes interventions dans une cellule. Donc, si vous comprenez un peu l'ABC des 3 éléments que je viens de vous donner, vous êtes partant pour aller investir votre prochain 100 millions dans le domaine de la médecine ARN. Merci, Jean-Pierre. C'est évident que tu es un très, très bon professeur. And do you want to talk to us about some of the exciting applications for RNA technology for addressing disease? Oui, tout d'abord, je voudrais rappeler comment on est arrivé au vaccin par ARN messager. D'abord, l'ARN a été découvert il y a à peu près 70 ans. Les chercheurs ont travaillé. Il y a 40 ans, quelqu'un a réussi à faire entrer un ARN dans une cellule à l'aide d'un lipide cationique. Il y a eu, c'était pas aussi simple parce qu'il y avait une toxicité. Beaucoup d'autres personnes ont travaillé sur des lipides pour faire mieux entrer et cibler cet ARN dans une cellule et le rendre moins toxique. Ensuite, l'autre problème, c'est que l'ARN se dégrade très facilement. Donc, en fait, au niveau thérapeutique, on pensait pendant longtemps qu'on ne pourrait pas l'utiliser. Mais entre 20 et 15 ans, il y a eu vraiment des innovations qui ont permis de le rendre plus stable, entre autres remplacer les uridines par des pseudo-uridines pour les détails techniques. Ensuite, pourquoi cela a avancé? Il y a 10 ans, en cancer, il y a eu la reconnaissance des néo-antigènes, d'où l'idée de certains universitaires et compagnies de créer des vaccins ARN contre ces néo-antigènes pour contre les cancers. C'est une médecine personnalisée contre les cancers. Entre autres, BioNTech et Moderna se sont penchés là-dessus. Ensuite, Moderna, c'était surtout sur des vaccins contre des virus animaux et d'autres virus, comme Zika, chikungunya. Il y a 5 ans, en 2018, on a vu qu'il y avait l'association entre Pfizer et BioNTech pour un vaccin contre la grippe. Et il y a 3 ans et demi, en fait, janvier 2020, vous vous en souvenez tous, le SARS-CoV-2 a été le déclencheur pour vraiment adapter ces vaccins qui technologiquement étaient prêts. La technologie était prête en 2020. Ils ont eu juste à prendre
à couper un fragment, tester la protéine de spicule et ensuite commencer les essais cliniques. Mais ce qu'il faut dire aussi, pourquoi ça a avancé si vite, c'est parce que au lieu d'avoir quelques personnes qui travaillaient, il y en a eu 10 000, 100 000. Il y a eu des fonds énormes. Donc, par rapport à la recherche académique qu'on fait dans notre laboratoire à l'université, en fait, ça a été multiplié par 100 000 millions. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que les vaccins, ensuite il fallait les tester, ont pu avoir autant d'ampleur et ont pu créer une rupture. Maintenant, les applications, puisque on a posé la question, les autres applications, c'est au niveau des cancers. Donc maintenant, plusieurs compagnies travaillent dessus, donc contre les néo-antigènes, mais il y a aussi d'autres choses. On peut l'appliquer à d'autres maladies infectieuses. Donc, si une autre pandémie arrive, ce sera appliqué à d'autres maladies infectieuses. On peut aussi utiliser l'ARN messager comme thérapie de remplacement dans des maladies génétiques. Et il y a même des applications cardiovasculaires. Ensuite, Jean-Pierre a parlé des petits ARN. C'est une autre technologie. Là, on ne va pas faire produire une protéine, mais ces petits ARN vont être très utiles pour cibler des gènes et les inhiber. C'est-à-dire, quand quelque chose est néfaste, on va essayer de le couper et l'inhiber pour qu'il ne puisse plus agir. Et en ce moment, on a l'impression que la technologie par les petits ARN n'est pas extrêmement développée, mais elle est vraiment à un niveau peut-être plus avancé qu'étaient les ARN messagers en 2020. Donc, il y a vraiment c'est très prometteur comme technologie pour le futur. Merci beaucoup, and it's really exciting to think that RNA can be used not just for COVID, but for other pandemics that might come, cardiovascular disease, cancer, and so forth. That's really exciting. So the question is, why has there been a decline in disruptive research, and why does it take threats like COVID-19 to really spark innovation? Raphael, I'm going to ask you to start, please. Thank you. First of all, good morning. I'm very happy to be here, and I would like to thank the organizer and particularly, obviously, the Economic Forum to be here with such high quality of discussion during this conference. So decline, I don't like this term of decline because I think we should look forward, and indeed we heard René Quirion about the relative productivity and low productivity compared with the numbers of publication and patents. But we have been in a way shocked by COVID, and I agree that it has been very helpful not only to put more money in research, but also to work together to accelerate the developments and finally to get this vaccine, but hopefully to take the lessons from this experience of COVID. And different government, most of the government, at least with the possibility to do that, have invested. And actually in France, our President Emmanuel Macron had put in place the Plan Innovation 2030, including healthcare, with 7 billion allocated to different parts of the research and to anticipate a next pandemic, including AI, including antibiotics as well, where industrial they don't invest in antibiotics because it's not finally profitable. And in this 7 billion, very interestingly, the president have asked to allocate 1 billion to scientists to allow them to do their research, because we have to understand that to be productive, to get innovation from high quality research, we need to invest in the basic research. And this is not right away for application, but we cannot go faster than the knowledge and the complexity, I would say, of the human being. So we have to invest in basic research. We have to invest in university, and we have to anticipate. And why this
in bracket decline, or let's say wake up, is also because I think, and the different governments and people, they want products and results very early on without taking so much risk. And it's our role to not only to invest, and as an investor is what we do, to invest and to take some risk, but with the application. But again, we need the basic research, and then we need the application, and to think of as what is the benefit for the people and for the patient finally. Merci, Raphaël. Jean-Pierre, même question pour vous. Do you think that there's been a decline in disruptive research, and if so, why? 2-3 éléments en fait qui sont importants ici. Un, je suis pas sûr qu'il y a eu un véritable déclin, parce qu'en fait, les innovations que l'on voit, que ce soit en IA, en sciences quantiques, la biologie de l'ARN, on est content finalement des 30 dernières années où il y a eu des découvertes importantes qui nous permettent d'arriver enfin à des innovations qui, elles, vont vraiment changer la société. Donc, il faut faire attention entre découverte disruptive et innovation. C'est deux choses assez différentes. Maintenant, je veux rebondir sur ce que Raphaël disait, qui est fort important. Il faut davantage financer la science fondamentale. C'est essentiel parce que le réflexe, surtout en sciences de la santé, où c'est que ça coûte très cher, le réflexe d'un chercheur lorsqu'il va dans une compétition où c'est que les taux de succès sont anémiques, c'est de dire, je vais présenter ma bonne vieille science, comme ça je vais jouer safe, pour prendre un bon anglicisme, et je vais pas prendre de risques. Tandis que lorsqu'il y a de l'argent pour la peine dans le système, les chercheurs risquent, et ça nous conduit à faire davantage de grandes découvertes. Le deuxième élément qui est fort important aussi, c'est de supporter, puis je l'ai entendu dans plusieurs panels hier, quand on dit c'est important de supporter le talent, il faut des gens qui viennent faire de l'innovation. Ça veut dire supporter les étudiantes et les étudiants aux études supérieures. On veut qu'ils embrassent la carrière, qu'ils se rendent au bout de leur rêve d'études pour ensuite devenir des innovateurs. Donc, pour faire ça, il faut les supporter. Au Canada, malheureusement, on n'a pas été très champion là-dedans. Je salue ici le courage que Rémi Quirion a eu avec CCA au printemps en augmentant de manière significative le niveau des bourses au Québec. Mais dites-vous que depuis 2003, les 3 organismes subventionnaires du Canada n'ont pas indexé les bourses aux études supérieures. C'est 54% d'indexation. Je me demande qui de nous dans la salle n'a pas eu d'augmentation depuis 2003. Donc, l'invitation qu'on fait aux meilleures étudiantes et aux meilleurs étudiants du Canada, c'est de venir vivre sur le seuil de la pauvreté pour amener leur rêve de recherche et d'études jusqu'au bout. Et ça, c'est vos futurs innovateurs. Ce sont eux qui vont lancer des entreprises une fois diplômés. Ce sont eux qui vont prendre le marché du travail. Donc, c'est une raison de plus et c'est une manière de venir supporter la recherche fondamentale au pays. Merci, Jean-Pierre. And Raphaël, both you and Jean-Pierre touched on elements of what I would call an enabling ecosystem for bringing innovations to the fore. I'm going to come back to that in just a moment and have you elaborate on it. But Anne, I want to ask you the même question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un déclin dans la recherche innovatrice et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, comme Raphaël et Jean-Pierre, qu'il faut financer la recherche fondamentale parce que les innovations vont venir de la recherche fondamentale et on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui va être innovant. Si on pense par exemple à CRISPR, dont tout le monde a entendu parler maintenant, en fait à la base c'est l'étude de bactéries, le principe fondamental qu'ont les bactéries de se défendre contre des éléments extérieurs. Donc en fait, si cette recherche de base n'avait pas été financée, on n'aurait jamais trouvé CRISPR. Et là où je voudrais insister aussi, c'est dans les organismes de recherche. Quand on est universitaire, on dépend des organismes de recherche pour avoir nos financements. Et effectivement, si on a quelque chose de trop innovant, on nous répond toujours « It's a fishing expedition ». Donc, ils ne le financent pas.
Et quelquefois, nous, on voit les potentiels innovants, mais ceux qui évaluent notre recherche ne le voient pas toujours, et ça dépend de qui vous évalue. Donc, ce serait important d'avoir des financements publics en continu. Et ensuite, si on a vraiment quelque chose d'innovant et qui donne lieu à des brevets et qui peut être exploité, on peut aussi aller chercher des fonds privés, mais les fonds privés seraient importants aussi. Merci, Anne. Okay, so let's dig into this question about the enabling environment a little bit more. Raphael, you mentioned the importance of fundamental research. And Jean-Pierre, you were talking about this reaction sometimes we have that we want to see the results right away. And then you also really emphasize the importance of talent, maintaining talent, adequate resources to keep our scientific talent here. I'd like to ask you to elaborate either on those points or other elements of an enabling environment that really does help us produce innovations for the public good. So Raphael, again, I'll start with you. Yeah. So I think first, back to decline again, and really to, in a way, neutralize this word and concept. There is a lot of not productivity, but a lot of science ongoing. Then the question is how, indeed, to finance each steps. Mm-hmm. And among, as you said, among the basic research, what could be then patents and application. And for that, you need financing all along. And it's where it's very interesting to see the partnership between public and private, because indeed it's the role of the public money to start and to finance this basic research, and then for the application we need indeed private money, and that's very important to then give products. And we got, when I wanted to come back to decline, is that we got a lot of revolution in medicine. We hear and speak a lot about RNA, ARN messager, but in cancer we got a revolution in immunology, in immuno-oncology. Since 10 years, children with leukemia were dying, and now with this innovation of what we call CAR T cell, they could live, they could be not only treated but cured and coming back to school. So it's and this CAR T cell is to enhance in a way or increase their immune system to fight against the cancer. Same for some solid tumors like melanoma. Melanoma with metastasis, some years ago, people were dying in some months. Now we have treatment, name of the family of PD-1, that are saving people. So I think the productivity for me there, and as a medical doctor and scientist as well, but more as a hemato-oncologist, the most important is indeed the result for patients. So just to put some colors on this revolution and breakthrough. So now that we are there and with different type of roles to move on and to accelerate, because it's not only to indeed invest, and we have to be proactive and not reactive, and we have to anticipate what are the needs, and for that we need to take risk, each of us, and us as GEITO, as a fund, it's exactly our strategy to invest in not basic research, but research with application, and to accelerate to the market and to the patient. And that's also with a team that is with multiple talents to allow and accompany the entrepreneur. And back to your point on the ecosystem, very important to have, as healthcare and innovation, medical innovation is complex. We have to have all the part of the value chain working together and really working as open innovation and not by silo. So it's not only to be proactive, accelerating, thinking patient benefit or people benefit, but also really working together. And that's something that is missing, particularly on the private side. So it's
public-private, but also among the different type of stakeholders, really working to, like what happened with COVID. We've been all working together, including the regulators, between FDA, EMA. So that's I would like to add in terms of enabling this ecosystem and enriching and working together. Obviously, in the heart, when the science is there, in the heart and very important is the talents. You said it. Mm-hmm. It's and I was hearing on the previous panel that we know that's the key, and that's something we are very much working on trying to attract talents. As an investor, particularly in Europe, and also I got the chance to be interested by our President Emmanuel Macron to in this plan Innovation 2030 in healthcare to attract talents in the French ecosystem and really to again work together because healthcare is global, so we have to work together. Merci, Raphael, and really interesting points that you're making about. Public-private partnerships accompanying the entrepreneur along the value chain and along the evolution between research to development and innovation. Jean-Pierre, I'm going to come back and ask you the same question about the enabling environment. Je pense que l'aspect on voit souvent en fait l'évolution de la connaissance comme quelque chose qui est linéaire de recherche fondamentale à appliquer aux innovations. Donc, on pourrait penser si on prend l'exemple de l'ARN, donc la science ARN, des technologies ARN, des applications ARN, je pense que et donc, il faut faire en sorte davantage qu'au-delà de juste avoir un écosystème qui est linéaire, que ce soit un ensemble qui travaille. Je pense qu'il faut créer ces forums-là où c'est que les chercheurs autant recherche fondamentale appliquée que les gens de l'innovation qui sont plus dans le privé aient plus d'endroits pour se rencontrer. Maintenant, je pense que l'ARN va beaucoup s'accélérer, puis peut devenir un bel exemple à cause d'une propriété même qu'on connaît chez les acides nucléiques qui sont l'ADN et l'ARN. Et c'est le fait, bon, je fais un pas en arrière en fait pour davantage vous faire saisir la chose. Quand on regarde notre pharmacie aujourd'hui, on a beaucoup de petites molécules qui interagissent sur des protéines de la cellule, puis c'est de là que vient l'effet. Or, quand on regarde comment ça interagit les deux ensemble, ce sont des interactions tertiaires qui sont à toute fin pratique impossibles à prédire. Et c'est pour ça que les gens ont fait des grandes librairies combinatoires de produits à coût de millions. Puis là, ils essayent de les screener pour trouver la bonne molécule parce qu'ils sont pas capables de prédire. Puis ça, on connaît, ça a eu plein d'insuccès depuis 20-25 ans. Et la majorité des grandes pharma ont perdu beaucoup d'argent dans ces essais-là. Au niveau des outils ARN, on peut faire du design rationnel, basé sur une propriété fort simple. Retournez à votre molécule d'ADN que je vous donnais un cours 101 tantôt. C'est fait de 2 brins. L'alphabet contient 4 lettres. A, C, G, T. Chez les ARN, c'est A, C, G, U. Et on sait que les C interagissent avec des G, les A avec des U. Donc, si vous voulez cibler 4A, faites une molécule avec 4 U. Ça fait 2 brins tout simplement qui sont complémentaires. Si vous voulez cibler maintenant une molécule qui a 4A, 4G, vous allez faire 4U, 4C. Ça va faire du double brin. Donc là, vous venez de synthétiser votre propre drogue de manière rationnelle. Et ça, je pense, c'est une propriété qui va faire en sorte que la science en entour de l'ARN, l'innovation va progresser beaucoup plus rapidement. Personnellement, je suis un chercheur qui a longtemps travaillé sur des petits enzymes qui sont faits d'ARN. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas donné une conférence là-dessus. Dans les 6 derniers mois, j'ai 3 pharma qui m'ont approché justement pour avoir des conférences parce qu'il y a un regain d'intérêt. Et là, c'est intéressant. C'est des pharma qui, d'un point de vue, se disent « Je vais aller voir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi la connaissance d'aujourd'hui. » Donc, c'est en train de créer ce forum d'échange-là. Je pense comme société, les gouvernements ont avantage aussi à investir pour créer ces rendez-vous-là entre fondamentalistes et gens de l'industrie et tous les gens qui sont associés le long pour mailler l'ensemble des connaissances et donc accélérer le domaine de la biologie de l'ARN. Merci Jean-Pierre. Et voulez-vous parler un peu des éléments clés pour un écosystème qui catalyse l'innovation?
Je pense qu'il faut faire, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre, qu'il faut créer un environnement où les gens se parlent à la fois des industries et les académiques. Au cours de ma carrière, moi, ça fait 35 ans que je travaille sur l'ARN, ça fait 15 ans qu'on essaie de développer des ARN thérapeutiques, des petits ARN thérapeutiques. Et la difficulté que je trouve, c'est de passer du stade universitaire à des essais précliniques, puis des essais cliniques, et arriver à avoir ce financement en continu. Quand on a quelque chose de prometteur, il faut trouver le financement pour faire tous ces passages avant la commercialisation. Parce que c'est très long de passer d'une molécule à la commercialisation, sauf s'il y a des fonds énormes. Donc, c'est cette transition que j'aimerais qu'il soit améliorée entre les universitaires et les compagnies. Merci, Anne. So, I wanted to ask you a little bit about the balance between open science and intellectual property. So, we know that certainly more and more funding organizations, including IDRC, require publicly funded research to be published in open access journals or uploaded to a repository within a year. The full genome of COVID-19 was published in the Lancet 1 month after the first cases in Wuhan. We know also that many journals and funding organizations are requiring the data that underlines a research publication to be uploaded and shared following the FAIR principles, findable, accessible, and reproducible. And at the same time, we want to make sure that there's incentives for private companies that invest, that take risks in potential innovations. Is there a tension? What do you see as the balance between open science and protection of public of intellectual property? I'll start with you this time, Jean-Pierre. Je pense en fait qu'effectivement, il faut être un peu stratégique ici. Il ne faut pas penser que c'est les deux, ce sont des enjeux qui sont contradictoires l'une à l'autre. Il y a moyen de trouver justement une balance entre je définis la propriété intellectuelle de ma dernière invention, puis ensuite je publie l'article et je le rends public à le plus de monde possible. Comme société, on a un avantage, puis en faisant comme ça, on vient aussi protéger l'entreprise privée qui va prendre un risque éventuellement pour amener pour développer la propriété et la valoriser de manière importante. Je pense que c'est tout à fait compatible. Dans le domaine de l'ARN, il faut réaliser, pour reprendre cet exemple-là, il y a beaucoup de pays qui a déjà été proposé. Là, on devient davantage dans les applications plus spécifiques. Donc, une fois de plus, je pense que c'est tout à fait compatible. En fait, parce que la bonne science a été faite sur celle sur laquelle on va construire le futur. Mais c'est essentiel de protéger comme il faut le pays. On le mentionnait, en fait, le groupe avant nous, la table ronde, le mentionnait. C'est essentiel, je pense, parce qu'on n'est pas dans un marché qui est local. Dans le domaine de la santé, on est dans un marché qui est mondial et la propriété intellectuelle est essentielle. Okay. C'est beau. Raphaël, même question pour vous. Yes, I think the patent is the value, the economic value. That's how it works. So if we have to open the patent, then there is no more, business model, and pharma won't be anymore putting effort because they won't get return on the spending they do on R&D. Because just to summarize, a patent, and I'm sure you know, but to show you the importance is that the year of patents are the year of sales, of significant sales, because then when the patent is over, the product becomes generic, and then there is a drastic drop of sales, and it is estimated actually that by 2030, pharma will lose 300 billions of sales by loss of patent life. So just to put that in the context, so if we would have to open the patent, then there is no more, economic model. On the other hand, we have to share, obviously, and to get
to give access to products like vaccine and what happened. So for me, if we take the COVID, my view on that at that time when was discussed the fact to have the patent not free is more to give access to the vaccine for free to countries that cannot afford it. Because there is not only the patent in our business of making drugs or vaccine or medical innovation, there is also the know-how around the manufacturing, around the scale-up, and that was so important for the vaccine particularly, but not only all this innovation like the one I was mentioning, CAR T cells or also gene therapy. It's a lot of know-how in addition to patents. So if we would make patent completely open innovation and free, then not only it will kill the business model, economic business model, but also it won't be enough. So I think we should have a balance between sharing indeed know-how or giving access again for free or for not for just the cost to countries that cannot afford it. In terms of around know-how, there is know-how and even patent. We have to keep in mind that in this business of medical innovation, everything is published. I mean, it's if you have now, particularly with tools and AI, and you could anticipate and learn and do your own innovation more easily than before. Because everything is published, patent at some point, they are published, publication, clinical trials are all published. So there is a lot already to learn from the others. So I think we should leverage that and do our own recipe to do our own next innovation. Yeah. Thank you, Raphael. And you really sort of reinforce that complementarity, actually, I think, in terms of the science, the results being opened, that allows people to study it and then take it and then develop an innovation, which then they could patent. Thank you for that. Anne, quelque chose à ajouter? Oui, je pourrais dire que l'équilibre entre les publications et les brevets est pas toujours facile, surtout quand on est un académique, parce que en général, pour déposer un brevet, il faut avoir vraiment l'application prête. Et souvent, on a envie de publier des résultats préliminaires, mais si on publie ces résultats préliminaires, ensuite, on peut pas déposer de brevet. Et donc, il faut déposer les brevets bien avant qu'on ait l'application. Et dans le domaine de l'ARN ou de la recherche appliquée, en fait, 20 ans, c'est court. Parce que il faut faire des essais cliniques entre-temps. Et moi, je trouve que l'équilibre est assez délicat. Donc, effectivement, il faut essayer de le trouver. Merci, Anne. Okay, so let's shift gears a little bit and talk about social acceptability. So we know with COVID-19, for instance, there was a lot of worries amongst the public about the safety, the efficacy of the vaccines. How do we enhance the social acceptability of breakthrough technologies? And in particular, what is the role of researchers in educating and informing the public? And maybe I'll start with you this time. Je pense que pour l'acceptabilité, je parle en particulier des vaccins, mais ce sera des vaccins ARN, mais ce sera vrai pour d'autres molécules. Je pense que l'information du public est importante. J'ai essayé de le faire pendant la pandémie, d'autres chercheurs l'ont fait encore plus que moi, et je pense que tout ce qui est inconnu fait peur. Donc la plupart des gens ne savent pas ce qu'est l'ARN, donc ils en ont eu peur. Donc c'est notre devoir en tant que chercheurs d'expliquer beaucoup mieux, d'expliquer non seulement ce qu'est un ARN, mais comment on en est arrivé là,
J'ai aussi entendu beaucoup la réflexion, oui, mais normalement, il faut 5 à 10 ans pour préparer un vaccin. Ça peut pas être bien fait si c'est fait en 1 an. Donc, là aussi, il faut expliquer que on n'a pas sauté d'étape, on a juste raccourci entre les étapes. Et ensuite, pourquoi un vaccin met en général entre 5 et 10 ans? Parce qu'il manque les fonds pour investir énormément. Dans le cas de la Covid, en fait, non seulement la technologie était prête, mais il y a eu énormément de fonds pour le développer. Et donc, c'est comme ça qu'on y est arrivé. Donc, l'explication est vraiment majeure et par différentes voies. Et donc, on peut essayer de le faire encore plus. Merci, Anne, encore plus. Jean-Pierre, même question. Ouais, je vais mettre 2 chapeaux ici. Mon premier est titre de vice-recteur à la recherche aux études supérieures. Je pense que nos chercheuses et chercheurs ont une obligation, un devoir de parler de science, de s'adresser au public, de vulgariser, de faire connaître ce qu'ils font. Quelque chose qu'on enseigne maintenant aux études supérieures, mais je pense qu'on a un véritable devoir de le faire. 1, pour que les gens apprécient ce qui se fait comme science, mais 2 aussi pour justifier auprès du grand public pourquoi faire c'est si important de supporter la recherche fondamentale. Si le grand public comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire, ils vont nous suivre parce qu'ils vont adorer ce que l'on fait. Et ça doit être fait dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines. Là, maintenant, je mets mon chapeau de président du conseil d'administration de l'ACFAS, donc une organisation qui a 100 ans, en fait, de manière spécifique, dont la mission est de faire la promotion de la recherche, l'innovation et la culture scientifique dans l'espace francophone en entour de la planète. Et là, je pense que le mot-clé, je viens de vous le dire, celle-là de développer la culture scientifique du grand public. Et ça passe nécessairement par la communication des scientifiques auprès du grand public. Il faut insister là-dessus. Il faut en faire une démarche qui est systématique. Il faut s'assurer justement, et il faut aussi prendre les moyens pour que les médias diffusent ces éléments-là, et non pas juste quand on est dans une crise, mais en continuité. Il faut former les plus jeunes, aller aux plus vieux et vraiment les amener dans un espace où c'est qu'ils entendent parler de la science et d'innovation sur une base régulière. Merci, Jean-Pierre. Je me demande si les chercheurs ont assez de formation pour traduire la connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut les aider là-dedans. Okay? Il faut les accompagner. On le fait chez nous à l'Université de Sherbrooke. Maintenant, j'organise une journée de bienvenue à l'université qui est vouée à la recherche et dont le dernier atelier est justement autour de la communication. Mais je pense qu'il faut les accompagner, il faut leur donner les outils, la formation qu'il faut et toujours leur dire aussi qu'ils doivent rester dans leur champ de compétences. Si la question d'un journaliste vient un peu à l'extérieur, vaut mieux dire je vais retenir votre question, je vais me faire un plaisir de vous écrire par email pour vous donner la réponse plutôt qu'aller dans un terrain qui est inconnu. Mais je pense qu'il faut les accompagner dans cette démarche-là au niveau des institutions et vraiment diffuser de manière importante et régulière de la science. Et ça doit être l'ensemble du corps professoral qui le fait. Merci, Jean-Pierre. Raphaël, même question. You're coming at it from sort of a different place in the private sector. What's the role of the private sector for enhancing social acceptability of new technologies? And I was going to ask you also, when you're making a decision about whether to invest in a particular technology, to what degree is public awareness or public support a factor that helps you make that decision? Yeah, thank you for the question because it's a very important point and discussion between the return that we have to provide to our investors versus the benefit of patients. Mm-hmm. But actually, and it's how JETO methodology and approach we have value creation is when you think about the benefit patient, it will be bringing and driving the financial performance. Nevertheless,
there are some rare diseases that are unfortunately not enough, bringing potential return. And it's where each of us, we have a duty, not only the private sector, but also, again, combined with the public sector for this type of disease. Let me give you an example, which is a cystic fibrosis, which is a very severe disease that was completely neglected in the 1995 because pharma thought that it won't be a profitable business. And the foundation here, not here, but in the US, got money from donation and found the gene and then the drug that became one of the first drugs developed by Vertex, a big biotech worth now billions. And what happened is that the foundation recuperated money from the royalty, and then with this money they reinvested in not for profit type of indication or hospital. So there is a way to have a kind of virtuous circle to really, again, back to public-private, to allow this kind of disease to be treated. So to answer to your question, we are looking to several parameters, and when we are looking to rare disease, we also we are not investing, we are considering, and if we cannot do it, we are looking to other ways to do it, and even it's not us, it's with the help of other innovation, with a big role of patient association as well for this kind of rare disease. So yeah, each of us, we have again a duty, and we back to working together to accelerate this development. Thank you, Raphael. And I think you've reminded us that, your point about patients' association and some of the technologies that you're working on, diseases that are so harmful to people who actually want the innovation. So the social acceptability in some cases is a bit easier when it's that case. And if I may, add, because it's like basic research versus then application. A lot of innovation are coming from the basic research, but working on rare disease, even initially not profitable, finally it could become, like the example of cystic fibrosis, or you ask me about what we do when we consider an investment is, for more smaller population, but much more severe, then you have acceleration by the regulators. Look at COVID, we got a big acceleration, but then it was a planet, it was not a small population, obviously, but when it's a small population, you could go faster. And then to look at the science behind and see how we could expand the population of patients beyond this rare disease. And it's how it works as well. Some rare disease in neurology could lead to product for Alzheimer. And Alzheimer, as you know, is the bomb of this century. So again, back to we have to finance and not one after the other, as you were saying, but really anticipating what will be the benefit for patients. By communicating very well the science, you create the accessibility of the science. Right. Yeah, very important point. Okay, colleagues, I think we have to move to wrap up the session. I don't want to get between you and your coffee break. This is a really rich panel. Some of the points that resonated with me in terms of critical success factors for enabling disruptive breakthroughs for the public good, the importance of investing in fundamental research that may later on turn into into an innovation that is really helpful. The talent point that a couple of the panelists made, Raphael, Jean-Pierre, about adequate funding for researchers to keep talent in the country. The balance, or I would say complementarity, between open science and the protection of intellectual property. And on that point also, the public-private partnerships and the way you described, Raphael, the need to kind of accompany entrepreneurs, anticipate needs in parallel as they're commercializing something. And of course, strong regulatory systems that enable us to keep people safe, but also
the point about helping develop social acceptability and the responsibility of researchers to educate, to translate knowledge, to inform. And so that the public is convinced that new technologies are ethical, that they're responsible, and they're really for the public good. And just a quick commercial about a program that IDRC has on artificial intelligence for development we're talking about this afternoon, where we're going to talk about the responsible and ethical use of AI. So with that, I really want to thank the panelists for your insights this morning. Anne, Jean-Pierre, Raphael, it was a tremendous panel. I want to thank everybody who's come to the session, and thanks again to the Economic Forum of the Americas for another terrific Conférence de Montréal. Thanks a lot.